Merci beaucoup, Annick. On pourra revenir sur des questions que tu as reçues de la part des personnes qui écoutaient. Je vais maintenant, pour vrai cette fois-ci, laisser la parole à Alexandra Charette et à Shady Belkosia qui vont nous présenter leur recherche. Super. Ben, merci Mireille, bonjour tout le monde. Donc, on voulait vous présenter aujourd'hui on voulait vous présenter aujourd'hui un peu une espèce de bilan peut-être du projet Vivons nos quartiers, l'accueil et l'inclusion sociale des nouveaux arrivants à l'échelle locale. C'est un projet qui s'est étalé sur plusieurs années, qui a impliqué plusieurs personnes aussi. Moi, j'aimerais tout simplement noter la participation dès le début de ce projet-là de Gabriel Desilets et ensuite d'Anna Goudet, qui, je pense, est aussi avec nous aujourd'hui, et Alexandra aussi, Alexandra Charette, qui a participé au projet depuis quelques années. Donc, on va vous présenter en fait le projet et je passe la parole tout de suite à Alexandra. Bonjour tout le monde, vous voyez mon écran? Oui. Alors aujourd'hui, je vais présenter le bilan de Vivons nos quartiers. Je rappelle là, ce que Chadley vient de dire. C'est moi qui présente aujourd'hui, mais ça aurait aussi bien pu être Anna ou Gabriel qui ont travaillé même plus que moi sur ce projet-là à ses débuts. Donc, un survol aujourd'hui de Vivons nos quartiers, l'accueil et l'inclusion sociale des nouveaux arrivants à l'échelle locale. On va regarder le contexte et les objectifs de l'étude, le contexte dans lequel prend place le projet Vivons nos quartiers qui a été mené par la TCRI et étudié par nous, la méthodologie qu'on a empruntée, la question de la crise migratoire à laquelle l'initiative répond d'une certaine façon et la manière dont le projet s'articule pour répondre aux besoins des intervenants qui travaillent, qui œuvrent auprès des personnes demandeurs d'asile et des immigrants plus vulnérables. Alors, le contexte dans lequel l'étude prend place, donc c'est l'initiative Vivons nos quartiers, qui est un projet mené par la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes et avec l'appui du Centre-Aide du Grand Montréal. Il se déploie d'abord lors de l'arrivée des réfugiés syriens en 2016 et s'adapte aux nouvelles arrivées des demandeurs d'asile qui arrivent en plus grand nombre à partir de 2017. Là. Comme on le sait, ces arrivées-là se poursuivent là, en 2018-2019, notamment avec les arrivées des demandeurs d'asile aux portes terrestres du Canada. Alors, avec ce projet-là, on vise la mise en commun des meilleures pratiques d'inclusion à l'échelle des quartiers montréalais. Donc, améliorer les capacités d'accueil des nouveaux quartiers d'établissement des nouveaux arrivants, des quartiers qui sont souvent, comme le disait Annick tout à l'heure, moins bien nantis, peut-être en équipement collectif et en logement salubre. Donc, c'est des logements qui sont moins chers, mais aussi de moins bonne qualité. On vise le renforcement de la capacité des acteurs communautaires en contexte de diversité, le développement d'une plus grande ouverture à la population réfugiée par les collectivités et les communautés d'accueil, donc la population, et la facilitation des interactions entre les différents acteurs, donc les personnes réfugiées, mais aussi les intervenants, les citoyens, les groupes communautaires. Donc, on vise une mise en commun des ressources et des capacités. Comment ça s'articule tout ça? Ben, ça commence par le développement de formation pour les intervenants communautaires qui travaillent directement auprès des populations immigrantes plus vulnérables, l'organisation d'événements citoyens, d'information, de conscientisation, de sensibilisation auprès de ces populations-là et des populations qui sont en place déjà, la mise en place de communautés de pratique et de groupes de supervision qui œuvrent auprès des gens qui travaillent avec les immigrants, et l'animation d'un groupe d'action-réflexion pour la diversité des quartiers accueillants. Donc, c'est un laboratoire d'idées qui rassemble des acteurs du Grand Montréal qui sont impliqués dans l'intégration des réfugiés, puis qui a pour mandat d'assurer une veille sur les défis, les conditions d'intégration, les nouvelles
les nouveaux projets qui sont mis en place par le MIFI, entre autres, mais aussi à l'échelle de la ville, qui modélisent les pratiques prometteuses, qui partagent les expertises, donc un rôle aviseur aussi auprès du groupe. Les objectifs de notre étude maintenant dans le contexte de Vivons nos quartiers, donc c'était de documenter l'initiative Vivons nos quartiers. Comment ça commence, comment ça se développe, quels sont les défis qui sont rencontrés, les stratégies qui sont mises en place pour y faire face. Donc, d'abord, on vise à mobiliser le concept de résilience pour analyser les stratégies individuelles des personnes immigrantes et réfugiées et les stratégies collectives et institutionnelles, donc la part des populations d'accueil et des institutions qui sont responsables de leur offrir un accueil digne de ce nom. Et ensuite, de documenter toutes les étapes de mise en place et de l'évolution d'initiatives Vivons nos quartiers dans les quartiers ciblés du Grand Montréal. Ce qui voudrait dire qu'à certains moments, et plus souvent qu'autrement, ça a été une chercheure, c'est Anna qui a suivi le comité de pilotage à la trace, donc de bien comprendre comment l'initiative a été mise en place, mais aussi tous les efforts qui ont été faits pour surmonter les obstacles de mise en œuvre et puis rassembler les acteurs les plus importants là, dans le domaine de l'accueil, intégration dans les quartiers ciblés. Question de recherche. Quelles stratégies sont mises en place pour faciliter les efforts des institutions à promouvoir la résilience? Quelles stratégies sont mises en place pour faciliter la résilience des communautés d'accueil face à l'immigration et ainsi maximiser les chances de créer des communautés accueillantes? Et troisième question, quelles stratégies sont mises en place pour faciliter la résilience des immigrants dans leurs efforts d'établissement dans une nouvelle société? La méthode, on a utilisé des méthodes d'observation directe et non participante et d'observation participante. Donc, du côté de l'observation directe, donc on a suivi, comme je vous ai dit, à la trace, là, le comité de pilotage du projet Vivons nos quartiers et observer les activités citoyennes qui ont été mises en place, observer aussi les formations qui ont été développées pour les intervenants et participer à certaines tables de concertation, donc la mise en contact avec les acteurs de quartier et les rencontres du comité d'action réflexion auxquelles les chercheurs ont pris part. Les objectifs qui étaient poursuivis avec cette méthode-là, c'était d'identifier la résilience des acteurs institutionnels et communautaires, d'identifier les pratiques qui favorisent ou entravent, excusez-moi, il y a une erreur ici, l'accueil des personnes réfugiées et immigrantes à l'échelle des quartiers, identifier les perceptions des changements chez les acteurs des quartiers sur l'accueil des personnes réfugiées et immigrantes et finalement documenter les perceptions des acteurs au sujet de la notion de collectivité accueillante dans le contexte des quartiers accueillants à Montréal. Donc, ce qui s'est passé, on a observé, des observations dans plus de 13 quartiers de Montréal lors de 12 journées complètes de formation pour les intervenants. Donc, les formations, excusez-moi. Donc, les formations, la première formation, c'est une formation Immigration 101. C'est une formation de base qui est destinée aux immigrants aux intervenants de première ligne en contexte pluriethnique, qui vise à les outiller dans leurs interventions avec les personnes réfugiées et immigrantes. Puis le deuxième type de formation qui a été observé, c'est les formations itinéraires d'un demandeur d'asile, qui est destinée aussi aux intervenants de première ligne, puis qui vise à les outiller dans leurs interventions avec les demandeurs d'asile. Alors, au terme de cette deuxième formation-là, les intervenants sont en mesure de mieux comprendre là, la trajectoire de demandeurs d'asile, les services auxquels ils ont accès et auxquels ils peuvent accéder et les suites de leur trajectoire légale, là, si on veut. Donc, les visites au tribunal administratif de l'immigration, tout ça. L'accès à un statut de résidence permanente, les conditions d'accès, le rassemblement, la réunification familiale et tout. Alors, ensuite, les rencontres avec les acteurs clés des quartiers, des activités, donc des conférences, des forums, des activités de sensibilisation, des activités citoyennes avec les intervenants et des rencontres du comité de pilotage et du comité garde QA, donc le groupe d'action réflexion.
Donc, ce qu'on voit dans nos observations dès le début, c'est qu'il y a une perception de crise. Hein. Je garde le mot crise entre guillemets parce que c'est un peu une crise fabriquée. Hein. Quand on regarde plus largement le nombre de demandeurs d'asile qui sont arrivés à l'échelle du Québec est plus important, particulièrement en comparaison avec celle du reste du Canada, avec les nombres qui sont observés ailleurs au Canada à la même période, mais à l'échelle internationale, c'est peu significatif. Hein. C'est plus important pour nous, mais globalement, ça ne représente pas une proportion importante du tout là, des déplacements forcés à l'échelle internationale. L'autre chose qu'on remarque, c'est que la notion de crise et les représentations médiatiques ont eu une influence sur les perceptions et l'ampleur du phénomène de l'immigration irrégulière à Montréal. Donc, les intervenants, les personnes qui travaillent auprès des demandeurs d'asile et des personnes immigrantes se sont sentis dépassés par un phénomène auquel ils n'étaient pas habitués, mais aussi parce qu'ils voyaient à la télévision la manière dont ils étaient représentés dans les médias à tous les jours. Là, si on se rappelle bien, il y avait des photos des gens qui attendaient en file, notamment au chemin Roxham. Donc, ça a participé aussi à leur perception d'une situation angoissante, une situation à laquelle il fallait répondre plus rapidement que d'habitude et à laquelle il fallait s'adapter malgré le manque de ressources. Pardon. Ce qu'on observe au-delà de la notion de crise aussi, c'est qu'effectivement, il y avait un changement au niveau des profils, au niveau des responsabilités, des besoins qui émergeaient de ces nouvelles arrivées-là. Donc, il y a une présence accrue de familles avec des très jeunes enfants, des mères monoparentales avec des enfants en âge préscolaire, des problèmes de santé mentale plus criants et plus nombreux. Plus de gens avaient besoin des ressources et les ressources n'ont pas été ajustées tout de suite. Donc, et puis, on est encore en situation de besoin à cet égard-là, mais au départ, là, quand il y avait beaucoup d'arrivées, c'était un problème qui semblait très important pour puis qui était à la source des préoccupations des intervenants qu'on a rencontrés. Les ressources aussi éducatives, scolaires, sociosanitaires étaient peu connues, mal adaptées à la réalité des problèmes de santé mentale et aux familles nombreuses accompagnées de jeunes enfants. Et une confusion, un manque de connaissances sur les statuts d'immigration, sur les raisons pour lesquelles on a senti le besoin là, à la TCRI de développer les formations sur les parcours d'un demandeur d'asile et puis les étapes à franchir. Donc, pour développer des meilleures connaissances chez les intervenants de la manière dont tous ces statuts-là se distinguent les uns des autres et puis pour mieux répondre à leurs besoins et les orienter vers les ressources auxquelles ils ont droit. Donc, les droits des personnes immigrantes en fonction de leur statut et l'accès aux services en fonction des statuts aussi. Donc, les formations VNQ, je vous ai parlé tantôt des deux principales formations là, auxquelles les intervenants ont eu accès dans le cadre de Vivons nos quartiers. Au-delà des informations formelles desquelles on donnait accès aux intervenants dans les quartiers, ça devenait aussi une façon d'adapter les pratiques et la constitution de communautés de pratique chez les intervenants qui se rencontraient dans ces formations-là. Donc, ça participait au changement de leur perception par rapport aux personnes qu'ils rencontraient, développement de l'empathie, la confrontation des préjugés, et puis développement d'un intérêt aussi pour les droits des réfugiés et les services auxquels ils ont droit ou devraient avoir droit. Une meilleure définition des limites de leur rôle. On a parlé tout à l'heure des préoccupations que les intervenants avaient quant à leur responsabilité vis-à-vis des gens qui avaient des problèmes de santé mentale, qui arrivaient avec des familles nombreuses, qui étaient sans ressources. Donc, il y a souvent dans ces situations-là, il n'y a plus de limite à ce qu'on peut vouloir offrir et c'est une source d'angoisse là, quand on est le répondant de première ligne. Donc, ça a aidé beaucoup d'intervenants à poser leurs propres limites, à mieux comprendre leurs responsabilités quand ils étaient face aux mêmes expériences que les autres. Donc, partage et retour d'expérience avec des collègues qui vivent des situations, des émotions semblables, d'impuissance, de la surcharge face au débordement là, du nombre de personnes qui avaient des besoins. Mobilisation et concertation. On est allé un peu plus loin dans la phase 2 du projet. On a étudié 2 comités locaux en rapprochement interculturel.
donc qui allait au-delà des formations. Le projet a donné lieu à des initiatives locales de rapprochement interculturel. Donc, on s'est penché sur le comité local de rapprochement interculturel de Ville-et-Maure-Côte-Saint-Paul et le réseau Action Immigration qui est situé dans l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve. Ils étaient soutenus par l'initiative Vivons nos quartiers et qui ont à leur tour nourri l'initiative par leurs expériences, leurs bonnes pratiques et les défis. Donc, ça a été la deuxième partie du projet où on a regardé la manière dont ces comités-là fonctionnaient, ont été mis en place et pouvaient porter des fruits à l'échelle des quartiers de nouvelle immigration où ils répondaient aux besoins de leur population. Donc, ils étaient coordonnés et portés par leur financement et par leur leadership par l'organisme du quartier au service des personnes immigrantes et réfugiées, dans les deux cas. Ils ont tous les deux émergé dans des quartiers en transformation. Donc, comme je vous ai dit, des quartiers où il y avait une nouvelle immigration, qui ont vu une augmentation prononcée de la population immigrante dans les dernières années. Mais ils n'ont pas émergé dans les mêmes conditions. Donc, le comité à Ville-et-Maure-Côte-Saint-Paul a émergé sous l'impulsion de l'organisme du quartier spécialisé en immigration en 2018 et le réseau Action Immigration a émergé en réponse à une demande qui provenait des acteurs du quartier en 2016. Tous les deux avaient des objectifs semblables, donc informer et outiller les membres des comités, veille stratégique sur les questions liées à l'immigration, sur les appels de projets aussi, leur participation à des initiatives plus larges, susciter la création de liens entre les acteurs du comité, donc le réseautage, intra-quartier et à l'extérieur, donc voir ce qui se passe dans les autres quartiers où il y a une plus grande expérience dans le domaine. Et puis, l'organisation d'activités de rapprochement interculturel dans le quartier. Repas, activités citoyennes qui rassemblent des acteurs de différents secteurs qui œuvrent à l'échelle du quartier. Il y avait aussi des projections de documentaires, dont le documentaire Bagage, qui a été projeté dans ce cadre-là. Les défis, les limites des comités qu'on a observés, on a vu bien sûr là, des difficultés de financement qui se sont répercutées sur la coordination puis l'organisation des activités, puis sur leur pérennité. Donc, ce qu'on observe plus souvent qu'autrement, c'est que c'est une initiative qui tente à être plus ponctuelle que pérenne, donc qui a répondu à un besoin qui était spontané. Pardon. À un moment où il y avait un très grand besoin de soutien communautaire, mais qui, à la longue, on voyait s'essouffler peu à peu, notamment en raison du manque de financement, mais aussi du manque de ressources humaines capables de s'occuper d'un comité, de la coordination de ce comité-là et de la mobilisation de l'ensemble des membres autour de la table. Le poids de la coordination aussi, cumul de tâches des coordonnateurs des deux comités qui sont aussi d'abord à l'emploi d'un organisme communautaire, donc qui sont responsables de s'occuper de la coordination du comité, mais dont ce n'est pas la tâche principale. Hein, on a vu tout à l'heure, c'est des comités qui sont soutenus principalement, qui ont été mis en place principalement par un organisme qui est responsable d'offrir des services de première ligne aux populations immigrantes et réfugiées dans le quartier. La mobilisation continue des membres des comités et finalement, l'effet démobilisateur de la présence d'un organisme spécialisé en immigration sur les initiatives de concertation locale et les autres acteurs. Donc, ce qu'on a vu là, on l'a vu dans deux quartiers, mais ça a été aussi documenté ailleurs. Lorsqu'il y a un organisme spécialisé en immigration dans un quartier, les autres acteurs de d'autres tables de concertation qui pourraient se saisir des questions d'immigration tendent à se détourner de la question de l'immigration en se fiant plutôt à l'expertise et puis peut-être à l'exclusivité des services rendus par un organisme spécialisé sur la question pour qu'il s'en occupe. Ce qui fait que, bien sûr, l'aspect concertation de toute cette initiative-là n'a plus lieu puisque ça devient le fait unique de cet organisme-là. Donc, c'est un défi important qui continue
qui continue à être documenté et puis qu'on a réalisé qu'il était encore réel, là, ce défi-là, à l'échelle des quartiers. Chedly, si tu veux poursuivre sur la Rapidement, pour, résilience, oui. non, mais rapidement pour conclure, bon, déjà, vous voyez un peu si vous voulez aller plus loin, il y a quand même eu publication de 2 rapports, de la phase 1 et de la phase 2, et puis un article aussi en 2019 dans la revue Liens social et politique qui présente aussi le projet de Vivons nos quartiers. Ce qu'on peut retenir rapidement aussi, c'est finalement qu'est-ce qu'est la résilience communautaire. Dans toute cette expérience de Vivons nos quartiers, on a senti souvent qu'il y avait cette espèce de tension, peut-être de vouloir répondre à un contexte nouveau, une crise ou une nouvelle situation, mais en même temps de laisser un peu les acteurs se débrouiller tout seuls. Donc, est-ce que la résilience communautaire signifie en fait essayer de retrouver un équilibre après une crise, développer un esprit de débrouillardise dans un contexte de rareté de ressources? On a senti ça, on a senti donc aussi que les acteurs sur le terrain finalement vivaient aussi un scénario qui provoquait beaucoup de tensions, de claquage, moi je dirais entre guillemets, de claquage, donc de se questionner finalement sur la place du communautaire dans cette réalité de ce qui s'est passé entre 2015 et 2017. De voir aussi finalement la question du financement fragile de toute activité autour du vivre ensemble. Ça reste aussi une question qui peut-être mérite d'être approfondie un peu plus. Donc, je dirais que le projet a permis de faire pas mal de terrain, de voir en fait cette nouvelle réalité de ce qui pouvait se passer dans ces quartiers. Et puis, ça a nourri aussi d'autres initiatives. Alors, je pense que à ce niveau-là aussi, tout ce qui a été fait a permis de voir donc, comment le binôme finalement aussi a réagi à cette réalité de l'arrivée d'immigrants dans l'espace montréalais. Je crois que le projet Vivons nos quartiers donc, a permis de faire pas mal de choses aussi. Je vais m'arrêter là. Désolé, on a pris un peu plus de temps, je pense. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Alexandra et Chedly, pour cette présentation très informative et super stimulante. Je vais maintenant passer la parole à Lisa Véronique qui va nous présenter son projet lié à la thématique de ce webinaire. Donc, la parole est à vous, Madame Véronique. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est Alexandra ou Chedly, si vous pouvez départager, comme ça je peux partager le mien.